Bien, je vais rapidement conclure finalement cette première session de l'après-midi. Il se trouve que dans le cadre de Segamed, en 2014, nous avions à cette époque-là souhaité faire une première enquête pour savoir quel était le niveau de, non pas de connaissances, mais en tout cas, est-ce que les étudiants en médecine, finalement, connaissaient, avaient entendu parler de jeux sérieux, de simulations. Nous étions donc en 2014. Robin Jouan n'était pas encore interne, il l'est devenu depuis, et grâce au concours de l'Association nationale des étudiants de médecine de France, nous avions pu faire déjà ce premier tour de piste. Et puis, je me disais que, quelque part, c'était bon de revenir 3 ans après pour voir s'il y avait des choses de changer. Et c'est un petit peu le propos, et vous allez voir comment on peut représenter ce que les étudiants, finalement, apprécient de ce domaine qui reste un petit peu nouveau et pour lequel vous voyez qu'au fond, entre les méthodologistes, et effectivement, on a des échanges. Au niveau des produits, les choses sont difficiles à obtenir et à maintenir. Il nous faut, nous, trouver des sources de financement. Et sur l'efficience pédagogique, c'est vrai que là aussi, il faut qu'on mette en place des études multicentriques. L'intervenante précédente l'a montré. Donc, on a refait un tour de piste. Ce qui est remarquable avec les étudiants, et là-dessus, je crois que nous ne pouvons pas rivaliser, nous en tant qu'enseignants, c'est qu'en une semaine, ils sont capables de se mobiliser à plus de 1000. Et donc, ça, c'est déjà extrêmement important, parce que quand on veut regarder un petit peu ce qui se passe, eh bien, manifestement, sans pour autant, on va dire, aller dans des histoires statistiques de puissance, en tout cas d'essayer d'avoir une représentativité qui soit meilleure. Alors ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est que en 2014, les M3, c'est-à-dire les 6e années, n'avaient pas du tout répondu, et il se trouve que maintenant, quasiment on a, alors vous voyez qu'il y a quand même quelques petites différences entre 17 et 26%, mais de la L2 à la M3, donc à la 6e année, tout le monde s'est exprimé, parce que quelque part, tout le monde avait quelque chose à dire. Donc il y a effectivement donc une progression, en tout cas donc des environnements dans lesquels se trouvent les étudiants. La population, vous l'avez là, par rapport à l'ensemble des universités qui ont répondu, et j'ai mis en gras celles finalement qui avait, entre guillemets, proposé un certain nombre de réponses pour aussi connaître un petit peu la dynamique dans chacune des facs. Alors, on commence par Aix-Marseille, très bien, et puis vous voyez, Franche-Comté, vous avez, alors Nice, on se situe à 5% à peu près, Paris-Sud, l'UPMC également, donc là on sent effectivement les dynamiques, et on sait combien ces universités sur Paris le sont aussi. Alors la population aussi, on voulait voir si quelque part, salut Olivier, si cette population finalement avait répondu parce qu'elle avait un passé de joueur ou pas. C'est intéressant, donc on a des populations qui sont sensiblement comparables. Et donc, finalement, on pouvait penser que, avec la génération arrivant, finalement, l'entraînement au jeu aurait augmenté. En fait, vous voyez que là, si nous faisions un test du Chi-square, eh bien, derrière, il serait non significatif. On a à peu près les mêmes profils. Alors, vous êtes une population stable en médecine, et je m'adresse à sa dernière représentante qui est avec nous cet après-midi. Donc, votre faculté a-t-elle mis en place un apprentissage par simulation? Vous voyez que nous n'avions eu aucune réponse en 2014. Eh bien, maintenant, sur ce qui a été répondu, on a 77% de réponses. Alors, ça ne veut pas dire que 3/4 des facultés sont équipées, mais en tout cas, sur l'ensemble des réponses, eh bien, derrière, ça tendrait à penser donc que 3/4 des étudiants sont dans des environnements qui disposent de la simulation.
Alors, quand on regarde ensuite par faculté, là aussi, attention, ce sont des réponses, c'est du déclaratif, on n'est pas allé voir sur place ce qui se passe, si le travail est en cours de design, il a été développé, il est juste à sa première année, etc. Donc vous voyez qu'il y a une concordance, puisque les premiers pourcentages, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur les réponses, et vous avez en rouge également donc, ce qui apparaît être la simulation par faculté. Et donc, quelque part, eh bien, il y a un lien très fort entre ce que les étudiants finalement nous disent et ce qui se passe. Alors ça, c'est aussi important parce que nous devons faire de la communication. Il faut aussi que l'on puisse dire à nos étudiants dans quelle direction on va, et je trouvais que faire cette correspondance pouvait être également intéressant. Alors, où se passe la simulation? Et donc, là, vous voyez pour les facultés pour lesquelles il y a eu un engouement de réponse, on est sur... alors, vous voyez que tout ce qui est... il y avait des options. Hein, est-ce que c'est dans un laboratoire de simulation? Est-ce que ce sont dans des salles de cours? Est-ce qu'il y a des chambres qui sont reconstituées? Là, les choses sont peut-être un petit peu plus difficiles à comprendre parce qu'un laboratoire de simulation suppose une organisation de laboratoire. Nous avons eu des salles de cours avec de la simulation à l'intérieur et puis ensuite, il y a eu une organisation en termes de laboratoire et c'est en cours de devenir un laboratoire de recherche en simulation. Il y a une forte concordance, sachant qu'effectivement, on va dire qu'un certain nombre d'universités, vous voyez comme Franche-Comté, comme Paris, sont dans des logiques à la fois de labo et de salle de cours. La notion de chambre, par contre, est plus complexe. Sur le site niçois, il y a un établissement hospitalier qui a mis en place une chambre de simulation des erreurs et c'est une clinique privée. Alors, qu'est-ce qu'on fait par faculté? Donc, simulation haute résolution, basse résolution, le jeu, la simulation numérique et les patients virtuels. Ce qui est important, vous voyez que sur la simulation numérique, qui est un environnement qui est utilisé par les physiologistes, hein, cette simulation, parce qu'il existe des modèles pour faire comprendre les mécanismes de régulation physiologique. Là, pour le coup, personne n'a de cela dans ses facultés. Le jeu en tant que tel reste quand même encore très timide, à côté de quelque chose qui s'appelle la haute et la basse fidélité, et tous les centres qui existent finalement travaillent sur les deux. Dernière colonne importante, parce que là-dessus, c'est quelque chose sur lequel il y a pas mal de progrès à faire. Les patients virtuels, c'est typiquement les scénarios, entre guillemets, que l'on peut proposer, des scénarios dans lesquels eh bien, on met en scène tout un déroulé. Hein. L'année dernière, nous avons eu un atelier de scénario-based learning, justement pour essayer de comprendre quelles étaient les étapes du raisonnement que suivent les étudiants. Manifestement, nous sommes, nous, de notre côté, très peu, entre guillemets, très peu lisibles. Hein. Ou peut-être que les enseignants ont peur de dire qu'ils s'amusent en travaillant. Pour autant, lorsque les choses existent, et là on retombe dans ce qu'on est en train de voir, hein, réanimation, urgence, on va dire que traditionnellement, ce sont des disciplines qui disposaient d'environnements de type jeu sérieux, et vous voyez combien d'autres disciplines, comme la gynéco-obstétrique, eh bien, sont passées finalement comment dirais-je, de situations où ils étaient peu représentés à des situations manifestement beaucoup plus engagées que les étudiants connaissent et qui sont donc rendues lisibles. Savez-vous si d'autres formations dans votre faculté utilisent les jeux sérieux pour l'apprentissage des étudiants? Alors là, la question est un peu vicieuse parce on va dire, la réponse est liée à deux choses. Un, que les étudiants parlent entre eux,
et deux, que les étudiants soient au courant. Alors je ne doute pas qu'ils parlent entre eux, mais vous voyez, pour introduire ce que vous verrez tout à l'heure avec l'école de kiné niçoise, manifestement il y a encore, on va dire, un désert. Alors c'est pas un désert médical, mais en tout cas un désert d'appropriation de ces outils pédagogiques. Et la connaissance en tout cas que les étudiants en médecine ont de l'ensemble des autres professions de santé. Parce que, pourquoi on a posé cette question ? Ce matin, hier, on a parlé de team building. D'accord ? On entraîne les étudiants à plusieurs. Mais quand on est en simulation aux urgences, il n'y a pas que des médecins autour du patient. Il y a médecins, infirmiers, alors il n'y a peut-être pas de kiné aux urgences, mais en tout cas, il y a toute une équipe. Et il faut arriver à un modèle pédagogique qui unit ces équipes d'emblée, c'est-à-dire qu'un étudiant de deuxième et de troisième année, eh bien derrière, si on commence à lui dire dès son plus jeune âge, eh bien t'es pas tout seul au monde, les choses vraisemblablement laisseront des marques. Alors je ne veux pas dire des cicatrices parce que c'est peut-être le côté morbide, mais en tout cas laisseront des marques. Et c'était important finalement aussi de se rendre compte de cela. Manifestement, le domaine des sages-femmes, alors peut-être que à cause des voies de sélection, il y a une proximité plus importante entre la médecine et la maïeutique. Toujours est-il que ça me paraît important de continuer à explorer ce que l'on est capable de faire dès les premières années professionnelles. Concernant l'utilisation d'outils de simulation sur mannequin pour l'apprentissage en médecine, je vais dire tout le monde est favorable. Je voudrais dire, ça y est, on s'en va vers le 100%. Je crois qu'il n'y a plus besoin de convaincre. Si tant est que ce c'eût été un objectif. Alors par contre, ce qui est important, c'est qu'il y avait derrière du texte. Alors ce texte, il est analysé de façon très très modeste pour cette présentation, mais il m'importait de voir, alors vous savez, avec les logiciels de traitement de texte et les logiciels d'analyse de contenu, l'idée c'était de commencer à voir quelles étaient les relations entre les termes. Et vous voyez que les premières associations qu'on trouve pour la simulation sur mannequin, c'est la mise en situation, le geste chez le patient. Vous voyez qu'on continue, mais le terme apprentissage vient derrière. On est sur des situations, donc on est sur le geste. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est intéressant. On ne s'est pas concerté avant les présentations. Là, il y a eu plus de 1000 réponses avec un verbatim énorme. Donc on retrouve cela, c'est-à-dire que la mise en correspondance chez l'étudiant en médecine, c'est effectivement la mise en situation et le geste. Alors, vous n'arriverez pas à lire, je passe sur cela parce que c'est intéressant de voir toute la kyrielle de termes qui sont associés et qui permettent de dire que finalement la mise en situation on va dire explore les mêmes concepts. Concernant l'utilisation d'outils de simulation virtuelle numérique, donc là, on est, le jeu sérieux, on est un représentant pour l'apprentissage en médecine. Favorable, ok, mais c'est pas ça qui m'a intéressé. C'est qu'il y a quand même 10% sans opinion, alors que tout à l'heure, sur la simulation sur mannequin, eh bien, les choses étaient beaucoup plus précises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est une interprétation toute personnelle. C'est que quelque part, il n'y a pas de lisibilité. C'est-à-dire que la simulation numérique, finalement, elle commence où, elle finit où ? Parce qu'il y a du numérique dans nos mannequins. Par contre, le fait de pouvoir travailler dans un environnement virtualisé ou du virtuel réalifié, ça, les choses doivent encore progresser, mais on a vu avec Guillaume que c'était en bonne voie. Et donc, de la même manière, on a exploré les termes. Eh bien, vous voyez que là, on a eu moins de réponses, mais ce n'est plus du tout l'apprentissage du geste, et on est bien sur le raisonnement et les méthodes d'apprentissage. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en définitive, que l'on ait l'avis d'experts pédagogiques ou que l'on ait le ressenti des étudiants, on se retrouve, et heureusement qu'il y a une concordance dans les mêmes sphères, je vais dire, cognitives. Alors après, j'ai essayé de regarder entre... comment dirais-je, entre 2000... comment, pardonnez-moi, les choses évoluaient et comment les termes évoluaient dans le temps. Donc on a le geste
dans la simulation sur mannequin, et vous voyez que le geste, c'est un terme qui se retrouve très très peu dans la simulation numérique. J'ai terminé. C'est, on va dire, à l'évidence, enfin c'était évident. Vous voyez que le terme de connaissance se retrouve à peu près à l'équilibre dans les nuages de mots. Donc on sait qu'on va pouvoir, comment dirais-je, mieux guider ou en tout cas trouver les moyens de bien faire comprendre aux étudiants ce qu'il peut et ce qu'il doit attendre des deux dispositifs. Alors en conclusion, je voulais remercier effectivement les étudiants en médecine, une très forte participation en un temps record, un décalage bien sûr entre ce qui existe et ce qui est su. Les réponses sont celles de l'expérience et non d'une observation factuelle. Concernant le mannequin, pour la réalisation d'un geste, c'est important, mais vous voyez que dans les termes, nous n'avons pas retenu, enfin, nous n'avons pas vu l'évocation d'équipe. On est plutôt sur le geste et la pratique. Et sur la simulation virtuelle, on est sur des descripteurs de type méthode et raisonnement. Donc à terme, ça veut dire qu'il y a bien une complémentarité des deux types de simulation. Et que j'oserais dire, il faudrait qu'on aille voir nos collègues enseignants, je ne vais pas dire en aveugle, mais en tout cas pour voir comment ils se positionnent vis-à-vis de ces deux termes. Alors, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Je remercie encore les collègues qui m'ont aidé et à l'ANEM pour son implication. Et puis, on en reparlera demain, mais novembre-décembre l'année prochaine seront une 7e année pour Segamed un petit peu différente. On est en train, et j'espère qu'on arrivera à le construire, avec un guématon national associant les différentes associations d'étudiants en médecine, en fait en profession de santé, de façon à aussi peut-être amener sur le marché pédagogique et le marché des éditeurs peut-être d'autres approches de scénario. Merci beaucoup. Question ? Rebonjour à tous. Donc je me représente aussi. Je m'appelle Meidi et je suis la vice-présidente chargée de la pédagogie et des tutorats à l'ANEM justement. Donc qui a partagé le sondage, qui a participé à l'analyse. Et je voulais juste faire une ouverture par rapport à la pédagogie dans l'étude de santé justement. Lesquels d'entre vous connaissent la PACES ici? Vous pouvez lever la main. Majorité, ça va. Qui en a fait une? Ok. Et parmi vous, quels sont ceux qui connaissent ces tutorats justement? Ok, majorité aussi. Donc pour ceux qui ne le savent pas très brièvement, donc la PACES, la première année commune de santé, il y a un programme assez conséquent en fait absorbé en un an. Et donc il y a eu des prépas privés qui sont développés pour soutenir les étudiants et qui coûtent relativement cher. Face à ça, il y a eu un mouvement étudiant qui s'est formé, qui s'appelle les tutorats justement, et qui en fait accompagne pendant l'année de PACES les étudiants qui sont en PACES. Donc c'est ceux qui sont passés en deuxième année qui aident les premières années à préparer ce concours. Et qu'est-ce qui est intéressant par rapport au tutorat, c'est qu'en fait on se rend compte que pourquoi est-ce qu'on devient tuteur? Généralement, c'est pour l'ambiance, ça a l'air sympa, mais c'est aussi parce qu'on se sent redevable d'avoir été aidé quand nous on a été en PACES. Et on se rend compte qu'en fait, en début de mandat de tuteur, on a un rôle qui est assez je peux aider ceux qui ont le même parcours que moi, les premières années donc je vais faire des petits QCM, je vais aider, je vais faire ce qu'on me dit en fait. Et plus on avance dans l'année, plus on devient acteur en fait, et on remet en question le système en place. C'est-à-dire que donc on va commencer à se dire en fait ce cours-là il est un peu naze en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas autrement? Et donc les tuteurs au fur et à mesure des années développent de plus en plus de nouveaux moyens pédagogiques pour aider les étudiants. Et c'est plus seulement la substitution, la copie conforme de ce que font les prépas. Et à l'heure actuelle, les facs et les étudiants en médecine des années supérieures, finalement, sont sensibles, comme on le voit,
à la gamification et aux jeux sérieux. Mais finalement, les véritables acteurs de la pédagogie, ceux qui innovent le plus en pédagogie, ce sont les bisus, les néo-étudiants en pharmacie, en maïeutique, en médecine, ceux qui ont finalement le moins de connaissances en théorie, en pédagogie et en connaissances tout court, en fait, qui, parce qu'ils se mettent dans une dynamique de volonté d'apprentissage, d'enseignement des autres, remettent en cause le système et innovent le plus. Donc je ne vais pas citer trop d'exemples de ce qu'ils font, je vais vous laisser chercher par vous-même, notamment un projet qui existe à Nantes qui s'appelle Blues of Cards. Je laisserai regarder sur Google, c'est blues, la blouse qu'on porte, of cards, les cartes en anglais. Voilà, je pense que vous avez un niveau en anglais. Et en fait, on voit que des initiatives comme celle-ci se multiplient en PACES et contaminent les années supérieures aussi. Parce que le premier mouvement qui est apparu, c'est pour les premières années. Mais se développe actuellement ce qu'on appelle les tuteurs d'années supérieures, donc pour les externes en médecine, qui finalement ont plus de connaissances, ont même encore plus de connaissances à assimiler pendant leur internat en médecine ou pendant la préparation du cours d'internat pour les dentaires, etc. Et qui sont en retard parce qu'ils sont déjà mis en tête qu'ils avaient juste à apprendre par cœur ce qu'ils donnaient. Un étudiant en médecine, un externe, il va se dire bon, moi j'ai mes bouquins à apprendre, c'est comme ça que je dois réussir, donc je les apprends bêtement et je ne remets pas en question le système dans lequel je suis. Parce que justement, il n'existe pas de tutorat qui les force à se remettre en cause. C'est ce qu'on a remarqué. Alors que les tuteurs PACES, qui à la base n'avaient pas du tout l'intention d'innover, d'inventer de nouvelles choses, l'ont fait parce qu'ils sont dans un cadre qui justement canalisait leur créativité et leur inventivité. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui manque pour ces étudiants en médecine qui sont justement pas forcément sensibilisés, qui savent pas de quoi il s'agit, mais qui sont favorables à l'innovation, c'est leur donner les outils, les moyens pour créer eux-mêmes et pour voir justement quelles sont les meilleures manières pour apprendre au cours de leurs études. Donc voilà, c'est cette ouverture que je voulais terminer la présentation. Donc, moi je trouvais que c'est une très bonne session. On avait deux sur le contexte, le mouvement au niveau national, et on avait deux bons exemples comment on peut approcher le domaine de la médecine gynécologie obstétrique à partir d'un professeur, à partir de plus une approche. Merci beaucoup pour. C'est l'heure du café maintenant. J'espère que non. On va faire un petit peu court. On va faire une pause. Donc je vous invite à prendre le café puis à revenir tranquillement. Ok. Entre 5 et 10 minutes max, et puis comme ça on va préparer notre